Yarana, Gégé Monnier, Gégé Bouéni. Bonjour à toutes. Comment il est? Oui, déjà rien qu'en vous saluant, je rentre directement dans le propos que je vais essayer de partager avec vous. On est dans un territoire français au sens large du terme. Les deux territoires sur lesquels je m'appuie le sont aussi. Et pourtant, quand on se présente, on se présente d'une manière différente. Je suis arrivé ici, j'ai été confronté à la formule d'accueil et de bienvenue. Il Eva aussi. Hein, là, j'ai appris des choses au fur et à mesure. En 2-3 jours, on apprend plein de petites choses. Donc c'est le cœur de nos réflexions. Et puis quand on est à Mayotte, c'est pareil. Puis même des fois à Mayotte, on ne dit pas GG, on dit Kwezi. Moi maintenant, on me dit Kwezi. À ce monsieur-là, on va lui dire Kwezi aussi certainement. Avec tout le respect que je vous dois, c'est parce que tu donnes des personnes un peu plus âgées. Voilà. Et puis, ce n'est pas simplement à travers la langue, à travers les mots qu'on va voir cette différence. On est dans un territoire français, mais avec des spécificités, des contextes. Ça fait aussi avec des manières. Tenu, vous avez dit tout à l'heure, on ne va pas d'abord se présenter, on ne va pas en disant son nom, mais en donnant son origine, l'île d'où on vient, etc. Et puis pareil, ici, on m'a tutoyé tout de suite. Et puis, il y a une femme qui m'a servi, elle m'a dit « Bonjour mon beau ». Tout de suite, j'étais prêt à lui donner mon 06. Voilà. Et après, j'ai vu que le monsieur d'à côté, c'était pareil, que la dame d'à côté, c'était ma belle. Donc, à partir de là, je me suis dit, bon, c'est véritablement des manières de rentrer en relation qui sont nos contextes. Et pourtant, les dernières situations dont j'ai parlé, c'est en français, en langue française. Et pourtant, on a des manières d'apprendre des l'autre, de vivre avec eux. Donc, je vais essayer avant de rentrer dans le vif du sujet, juste me présenter d'où je parle. Alors, moi, je suis un asthite qui a mal tourné. Je suis rentré à l'école normale il y a une 40aine d'années. Bienvenue au club, voilà. Pareil pour moi. Hein, et donc, voilà. Et donc, mon propos, il s'est construit aussi à travers tout ça. On ne peut pas se dissocier notre parcours. Et si on fait peut-être un doctorat à un moment ou une thèse, c'est peut-être aussi parce qu'on a des problématiques de terrain, donc d'enseignants, de formateurs et de chercheurs praticiens, puis de chercheurs. Et je suis actuellement donc, responsable du département de français langue étrangère au département à La Réunion, à l'université de La Réunion. Et il y a un labo ICAR à Lyon, c'est pas le même. Non, c'est pas le même. Nous, on a des LB, on ne se bulle pas. Voilà. Donc, je vais vous proposer un voyage d'un océan à un autre. Vous le voyez très bien. Donc, on est ici, puis on va aller finalement dans un océan Indien avec deux autres entités dont vous avez parlé. Pardon. La carte, elle est arrivée dessus. Donc, vous avez ici, donc, dans le canal du Mozambique, 4 îles qui forment l'archipel des Comores, dont une est restée française. On ne va pas rester dans l'histoire parce qu'on n'a pas le temps. Et une autre ici qui s'appelle La Réunion. Alors, vous comprenez cette île qui est pourtant plus grande, qui est française depuis déjà un certain temps. Eh bien, c'était une île qui n'était pas peuplée, et on peut très vite comprendre pourquoi. Parce que les gens qui voyageaient un petit peu, tomber sur Madagascar, c'était assez facile, c'était grand, et tomber sur ces îles qui sont ici, c'était aussi relativement facile, puisqu'on était dans un canal, et que les Chirasiens, c'est-à-dire les gens qui venaient de Perse, qui faisaient du commerce, sont tombés très rapidement sur ces îles. Donc, le propos que je vais essayer de partager avec vous à travers ce voyage, c'est une réflexion autour d'un cheminement qui est parti d'une réalité que j'avais dans ma situation professionnelle à La Réunion, où je suis depuis 20 ans, de l'enseignement du français en milieu créolophone. Puis petit à petit, moi, très vite, ça m'a embêté. Je me suis dit, quand on parle de didactique, on ne peut pas dissocier l'enseignement de l'apprentissage, donc c'est devenu enseignement-apprentissage en milieu créolophone. Et puis, La Réunion, c'est plutôt une situation mélangeophone, je puis dire de plus en plus. En mélangeophone. Mélangeophone. Pas mélangeophone, non, mais ça, effectivement, même si le dit Mélenchon parle de créolisation, qui est un phénomène finalement qui est la rencontre, qui est au sens premier, et la rencontre entre les différentes cultures qui nourrissent et créent de nouveau, voilà, c'est une perpétuelle chose. À l'enseignement, apprentissage donc, du français en milieu réunionnais, en milieu mahorais aussi, puisque ce sont deux contextes que j'ai connus, puisque j'ai travaillé et que j'ai opéré plusieurs fois à Mayotte, pour essayer de proposer quelque chose qui serait l'enseignement-apprentissage du et en français en milieu ultramarin. Donc, apprentissage est important, et puis de se dire à partir des deux situations sur lesquelles j'ai travaillé, se dire est-ce qu'on ne pourrait pas, sur les mêmes principes, voir si on ne peut pas les appliquer aux autres contextes ultramarins, sachant qu'il y a des contextes dits créolophones, où il y a eu des langues qui se sont constituées à partir de la colonisation, et puis des territoires comme ici, où il y avait des langues qui étaient déjà bien installées, etc. Et le français s'est construit à côté, avec des contacts, avec des mouvements, où certains
ou des langues apportent à l'autre, etc. Autour d'un questionnement qui pourrait être le suivant, donc en quoi une approche didactique globale de type heuristique, parce que je pense que c'est quelque chose à voir d'une manière complète, enseignement-apprentissage du français et en français en milieu ultramarin, avoir en termes d'approche inclusive, que je définirai tout à l'heure, que je situe au sein de ce qu'on appelle des approches plurielles, là aussi j'en reparlerai, en s'ancrant autour des réalités langagières, c'est-à-dire qu'on parle de la réalité des pratiquants, de nos élèves, mais pas que de nos élèves c'est aussi des enfants, parce qu'ils vivent aussi en dehors de la classe, et bien aussi de tous les partenaires sociaux avec lesquels ils sont, les parents et tous les autres, peut-elle aider l'ensemble des élèves d'outre-mer, entre guillemets, à entrer en réussite scolaire. Donc, juste comment cela s'est arrivé, c'est motivé notamment à partir d'observations, d'entretiens semi-directifs, de focus group, donc que j'ai pu mener à différents moments, et des expérimentations à partir de ces premiers renseignements récupérés, et des analyses de pratique dans les classes, dans les deux entités, à des périodes différentes. À la fois à La Réunion sur une période étalée de 2011 à 2019, et à Mayotte essentiellement de 2015, 2016 et 2019, sachant que j'y ai aussi vécu de 97 à 99 comme formateur, etc., où j'avais déjà les prémices d'un certain nombre de choses, notamment suite à mon doctorat qui parlait de didactique intégrée pour des publics allophones, et qui donc m'amenait à réfléchir un petit peu ces contextes ultramarins, même si c'était moi par rapport à des publics migrants en métropole, il n'y avait pas des choses qui pouvaient être, on dire, fortes. Ça concerne la population donc, scolaire ultramarine dans sa diversité, parce que la population ultramarine, ce n'est pas simplement les gens qui sont nés ici, ce sont les gens qui arrivent ici, qui y restent, qui ne font que de passage. Ces personnes-là, notamment les enfants, sont en construction langagière, et le fait de vivre ici, en Polynésie, même 4 ans, ou à La Réunion, ou à Mayotte, ça participe de la construction langagière des individus, et autant en faire une richesse. D'accord ? Ça ne veut pas dire apprendre obligatoirement les autres langues, ça veut dire prendre conscience qu'on s'est nourri de réalités qui font qu'on est dans notre identité un peu polynésien si on était ici, même si on repart ailleurs, inconsciemment ou consciemment, revendiqué ou non. Pareil pour La Réunion, pareil pour Mayotte. Des pratiques des élèves, donc en lien avec l'acquisition de la pratique du français à l'école en contexte ultramarin, mais aussi en dehors de l'école, pour voir un petit peu s'il y a des fois des changements, même au sein de l'école, il y a dans la classe et en dehors de la classe, dans la cour. Et puis les pratiques des enseignants qui, dès lors que ces situations plurilingues, mélangées, maillées, comme on dit à La Réunion, sont importantes, comment ils le traitent en classe, notamment, qu'est-ce que je fais de ces langues qui sont là, soit exposées, parce qu'on les entend, parce qu'elles sont parlées, soit cachées, mais elles sont dans la pensée des élèves. Moi, si je vais, le seul moment où j'ai pensé un petit peu en anglais, c'est quand j'ai passé 3 semaines en tant qu'adolescent au Pays de Galles. J'ai pensé en anglais à un anglais maniénier, comme on dit à La Réunion, comme on dit à Mayotte. D'accord ? Donc, notamment prise en compte de tout ça. Développer par conséquence, donc, finalement, du recueil des réalités langagières et des représentations associées qui en sont faites, de l'observation et de l'analyse des pratiques intégrants, donc ça je l'ai déjà dit, d'une volonté de repositionnement didactique, plutôt que de partir, de dire ce sont des élèves en difficulté avec des besoins, pourquoi pas plutôt se dire finalement, est-ce que c'est être plurilingue, être pluriculturel, ce n'est pas une potentialité, dès lors qu'on l'aborde, on le met déjà en avant en premier, et comment finalement en faire que ça soit une vraie potentialité plutôt que... voilà, on n'est plus avec des besoins éducatifs particuliers, mais plutôt des potentialités éducatives particulières. C'est un petit peu comme ça, j'en parlerai tout à l'heure quand je parlerai de didactique inclusive. De développement d'une approche singulière, donc elle est globale, prise en compte du pluri, c'est-à-dire de la réalité plurielle, à la fois culturelle et linguistique. On ne peut pas dissocier effectivement la culture de la langue, les cultures des langues. Approche dont nous verrons qu'elle s'inscrit dans la mouvance didactique du plurilinguisme. Et puis, bien sûr, comment ça se traduit concrètement, parce que c'est bien beau d'avoir une réflexion, de se dire que c'est intéressant, c'est concrètement, je suis un prof en classe, je suis un STIT, comment je fais? Donc, le petit voyage que je vous propose, on va faire un très bref rappel, parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est pour comprendre un petit peu les situations de ces deux entités, voir les réalités scolaires, comment finalement ça se traduit au niveau institutionnel, et puis dans les pratiques des enseignants par rapport aux enquêtes que j'ai pu faire, des observations, etc. L'approche didactique retenue, les principes qui la définissent, quelques illustrations si on a le temps, j'en donnerai 2 ou 3 juste pour qu'on prenne un petit moment, et puis quelques incontournables. Alors j'appelais ça incontournable parce que au fur et à mesure que je travaille avec les gens, on s'est dit qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait, qu'est-ce qu'il faut qu'on mette en jeu, à quoi faut-il qu'on pense dès lors qu'on veut
essayer de mettre cette didactique en place dans les classes. Et puis pour ne pas conclure, bien sûr. Donc, Mayotte, 270 000, j'en ai parlé, peut-être par vos informations, 270 000, moi quand j'y vivais, on était 150 000, c'était en 99. D'accord? La Réunion, ça fait 20 ans que j'y habite, on était 720 000 quand je suis arrivé en 2002. Vous voyez, une population qui se nourrit d'autres populations volontairement, des gens qui viennent volontairement avec des statuts sociaux, des gens qui viennent aussi pour des raisons économiques, sociales et autres, etc. Donc, Mayotte est française depuis 1841. Je ne vous raconterai pas l'histoire parce que c'est un peu compliqué. C'est un département depuis 2011, suite à un processus assez lent. Bon, il y avait eu en 1975 le référendum d'autodétermination des Comores avec Mayotte qui a fait dans la part, sans rentrer dans le détail. Ensuite, on est passé à une collectivité territoriale, une collectivité départementale, jusqu'à arriver à un département en 2011 avec la réalité de ce que c'est. On a des traces de population dès le 5e siècle. Tout à l'heure, j'évoquais que le fait c'était plus facile de tomber sur les îles des Comores quand on était commerçant sur l'Afrique, d'accord, que de tomber sur la Réunion ou Maurice parce qu'on était en plein milieu de l'océan. Des populations donc issues donc des Chirasiens, ce sont donc des Perses qui parlent l'arabe, etc. Une population bantoue, il l'a évoqué ce matin notre collègue, justement avec des langues donc, sur la lignée du Swahili, et puis toutes les déclinaisons, des langues qui sont austro-mélanésiennes, c'est-à-dire qui viennent justement, comme le Kivushi, le Chibushi qu'il a évoqué tout à l'heure, et qu'on parle dans le nord de Madagascar, c'est dans la même lignée que le Sakalav, et puis des langues et des Européens, essentiellement français, et puis d'autres micro-populations qui se greffent au fur et à mesure de la vie sociale et économique et des intérêts qu'il peut y avoir, etc. La Réunion, découverte en 1638, elle a peut-être été découverte avant, hein, peut-être un bateau est arrêté, puis reparti, mais elle est française depuis 1663, département depuis, voilà, non peuplé au départ, c'est-à-dire que les premiers habitants, ce sont trois colons français, plus une dizaine d'esclaves malgaches qui ont été punis, donc on a installé là, et puis petit à petit, ça s'est développé au fur et à mesure, et puis des nombreuses communautés, bien sûr, qui sont venues, bien malgré elles, les esclaves et les engagés. Les engagés, c'est donc après l'abolition de l'esclavage, donc essentiellement d'Inde, de Chine, etc. Des colons, bien sûr, qui sont venus, mais peut-être pas le haut du panier. Les colons qui venaient s'installer en Outre-mer, c'était souvent ceux qui étaient dans la misère en métropole, qui avaient des problèmes et qui voulaient les fuir, etc. Et ensuite aussi les populations voisines, donc pas mal de populations malgaches, on est quand même en connivence, etc. Les langues que l'on rencontre, donc à La Réunion, on a ce qu'on appelle le créole réunionnais, qui est à base française, donc qui est finalement très facilement compréhensible en intercompréhension, comme les deux autres créoles qu'on a dans l'océan Indien, le cécélois et le mauricien, alors que les créoles des Antilles sont plus complexes parce qu'ils sont beaucoup plus nourris par les langues des populations qui y étaient. Des langues indiennes, Gujarati, hindi essentiellement, le mandarin parce qu'il y a une communauté chinoise aussi importante, les langues comoriennes dans toutes ces variétés, le malgache bien sûr, et puis les langues des différentes communautés. Dans une population de près d'1 million, on a des communautés diverses et variées qui y sont. Et puis surtout, de plus en plus, moi je l'ai vu en 20 ans de vie là-bas, des formes maillées, interlectales, hybrides, empruntant différents idiomes en présence, de plus en plus nombreux. On est passé finalement d'une situation qui était abordée au temps de Chaudenson purement en termes de diglossie, d'accord, à finalement une situation qui est davantage un continuum entre le français et entre le créole, les variétés de créole et le français, sachant qu'à certains moments, si on peut dire que certains énoncés sont créolophones, soit en créole, d'autres en français, certains, on ne sait pas du tout où ils se situent, et avec donc des formes interlectales qui empruntent aux langues en présence, avec des difficultés que l'on peut avoir à l'école, du fait de la proximité des deux codes identifiés, si on identifie un créole standard et un français standard, que les petits apprenants ne savent plus faire la différence à un moment, est-ce que c'est du français, est-ce que c'est du créole, puisque ces deux langues font partie maintenant de leur pratique langagière quotidienne, même en dehors de l'école. À Mayotte, on l'a évoqué tout à l'heure, le Shimaoré, qui est donc une déclinaison, on va dire, du Swahili, pour faire simple, les autres, le Kivushi, dont j'en ai parlé tout à l'heure, les langues variées linguistiques des Comores, variétés, parce que certains estiment qu'il y a 4 langues aux Comores, d'autres estiment qu'il y a 2 langues avec 2 variétés. Les spécialistes, je leur laisse le débat. Il y a l'arabe liturgique qui est très important aussi, puisqu'il va même être, pour les Mahorais, le premier rapport à l'écrit à travers le Coran.
le français bien sûr, et puis les langues communautaires, et de plus en plus, j'y suis retourné en janvier dernier, et ben des formes maillées aussi, pas aussi importantes qu'ici, mais des formes maillées conscientes ou inconscientes. L'idée, c'est pas de juger si c'est bien ou si c'est pas bien, c'est de se dire qu'elles empruntent aux différentes langues en présence, français et autres langues vernaculaires. Mais quand on parle d'une situation sociolinguistique, on ne va pas simplement s'intéresser aux langues, bien sûr, on va s'intéresser aux usages. Donc, dans ces deux sphères différentes, eh ben, il y a des sphères justement langagières différentes, communication, école, religion, où des fois, on va justement utiliser une ou l'autre langue, des fois indifféremment. On va aussi le rapport qu'on peut avoir aux langues marquées par l'histoire. Il y a des langues dites de colonisation, même si la Réunion, le paradoxe, c'est qu'elle n'était pas peuplée avant, mais c'est quand même les Européens qui ont fait venir d'autres populations, donc c'est les colons, ce sont ceux qui ont dominé, ceux qui ont imposé, etc. Un rapport au langage aussi marqué par une culture très prégnante, la place des locuteurs. Si je suis à Mayotte, si je suis un bon élève, je ne dois pas prendre la parole, d'accord? Et même à la Réunion, souvent, les petits, dans la famille, on s'adresse à eux simplement. Ils ne répondent que si on s'adresse à eux, et puis ils sont plutôt dans des propos qui sont plutôt narratifs, informatifs, pas argumentatifs, etc. Le statut des locuteurs, le type de discours. Hein. Donc voilà, selon les deux entités, on a des différences, des points communs, etc. Et puis un rapport à l'écrit propre à chacune des deux entités. Comme je vous l'ai dit, le rapport à l'écrit, il s'est fait à travers le Coran pour Mayotte, et il se fait à travers le français, le premier rapport à la Réunion, même si on a de plus en plus d'écrits qui mêlent volontairement, et surtout dans les médias, du créole et du français, avec finalement une créolisation permanente. Le créole, c'est quelque chose qui est permanent, c'est-à-dire le créole, c'est une langue, c'est vivant, et elle se nourrit finalement de certaines choses. Tous les nouveaux termes qu'apporte la société, ils viennent d'autres langues. Avant, des fois, c'était beaucoup de mots du français viennent de l'italien, par exemple, à un moment où il y avait une influence italienne. Maintenant, avec la médiatisation, beaucoup de mots viennent de l'anglais, de l'américain. Bon, quand il y a des nouveaux termes qui arrivent, ils n'existent pas dans les langues, dans les vernaculaires. Et souvent, ils vont être pris soit en français, soit en anglais, et ils vont être maorisés, si je puis dire. Hôpital va devenir hôpitali, par exemple, etc. Et en créole, c'est pareil. Il ne voit pas pourquoi on va inventer des nouveaux mots, etc. Donc, quelle réponse institutionnelle on a? On a plusieurs dispositifs qui existent. Quand je vais regarder un petit peu ce qui se passe à La Réunion, à Mayotte, on a soit sensibilisation à la langue et la culture régionale, c'est par les enseignants non habilités. Donc, ça, c'est un petit peu au libre arbitre de chacun. On va parler de la littérature, on va parler d'éléments historiques, on va parler de faits culturels qui peuvent des fois, malheureusement, s'apparenter à du folklore, c'est-à-dire qu'on va se limiter finalement la culture X ou la culture Y, on va la limiter à un plat cuisiné, une danse, une musique, et la retirer de son contexte, et pas la mettre comme étant associée à toutes les cuisines, par exemple, et là, ça prendrait du sens, d'accord? L'enseignement de la langue et culture régionale, donc par des enseignants habilités. Il y a aussi des CAPES et des enseignants habilités, comment dire en créole, des classes bilingues par des enseignants habilités, et puis ça reste comme ça l'intitulé à La Réunion, de l'enseignement du français en milieu créolophone, par des enseignants non habilités, où là les pratiques sont très diverses et il n'y a aucun contrôle de ce qui est fait. En exemple, je vais dans une classe et puis les gamins, donc on discute un petit peu, puis je lui dis, mais pourquoi tu parles créole à ce moment-là? Et il me dit, si nous on est dans une classe, on fait du français en milieu créolophone, donc nous on parle créole quand on veut. C'était la vision que l'enfant avait. Donc, quelles pratiques observées? Voilà, alors j'en ai fait une petite liste et c'est intéressant. Souvent, les pratiques sont construites en termes de difficultés, c'est-à-dire qu'en fait, on aborde cette situation plurilingue, pluriculturelle à travers des difficultés, pas des potentialités. Des langues essentiellement abordées en termes d'opposition, c'est-à-dire c'est le français contre le créole, c'est le français contre le mahorais, le shimaoré, et non pas juxtaposé. On verra tout à l'heure avec un petit exemple comment on peut sortir de cette représentation d'opposition ou de juxtaposition. Malheureusement, approchons en linguistique et non langagière. C'est-à-dire, linguistique, même quand on fait de la mise en relation entre les langues, ça va être vraiment au niveau du linguistique et pas au niveau des pratiques langagières. C'est-à-dire comment, tout à l'heure, quand je vous ai salué, je n'ai pas de la traduction mot à mot. Ce sont des manières de se présenter ou de dire les choses.
Très peu de prise en compte donc, des différentes classes de langue de la classe, c'est-à-dire que s'il y a d'autres populations, parce qu'il y en a, on n'en tient pas compte, qui parlent d'autres langues, des développements d'activités qui, même si elles se disent en milieu pluriel, ne mettent pas les langues en synergie, en relation. Trop peu aussi de métacognition, c'est-à-dire qu'on ne fait pas réfléchir les élèves aux choses. Un petit exemple, alors ça ne se passe pas à Mayotte, il se passe aux Comores, où l'enseignement se fait en français. Et c'est un petit gamin du responsable de l'IFERE. L'IFERE, c'est l'Institut de formation des enseignants. Un lettré, un docteur en géographie, qui parle très bien français, etc. Son petit gamin va à l'école privée, il parle très bien français, et il parle bien sûr chinois chez lui. Et à 5-6 ans, d'un seul coup, il dit « Papa ». Ça fait 3 ans qu'il va à l'école. Hein. Il lui dit « Papa ». Mais au fait, Moja, Billy, ça veut dire, c'est pareil que 1 et 2. En fait, il apprenait 1, 2, 3, 4, 5, 6 à l'école. Il utilisait la terminologie des chiffres dans sa propre langue. Et jamais, il avait fait le lien parce que justement, il n'y avait pas eu de réflexion là-dessus. Même s'il n'est pas dans les contextes, mais pour vous montrer un petit peu que des fois, des choses très simples permettent d'un seul coup. Il est réalisé lui-même alors qu'il était dans un milieu hyper protégé, où il y avait des gens qui étaient capables de le lui dire. Et le père, s'il me l'avait raconté, c'était parce que ça lui avait fait prendre des consciences de certaines choses. C'est-à-dire on cloisonnait beaucoup trop les choses. Pas ou peu de prise, pardon, dernière chose, mais c'est pas. Ouais. Pas ou peu de prise en compte du comment on apprend et quand on est langagièrement pluriel. Donc, quand il y avait une prise en compte du plurilinguisme, il était pris davantage en termes de. Oui, la dernière, comme je suis ici finalement, en termes de didactique des langues, c'est-à-dire à un moment, on fait de l'enseignement du créole, l'apprentissage et du français, mais on ne fait pas quelque chose qui prend tout. Alors qu'un individu qui a été construit dans une autre langue, même s'il est en français, inconsciemment ou inconsciemment, il pense dans l'autre langue. Moi, quand je parle en anglais, je veux dire que je fais des allers-retours. C'est pour ça que mon anglais est très approximatif et que mon espagnol, c'est pareil. Donc, des fois, je mets des O, des A, etc. Donc, de bol, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Voilà. Plutôt qu'en termes de didactique plurilinguisme, dont je reviendrai tout à l'heure. Ah, pardon, oui, c'est vrai que je suis. Bon. Donc, la réponse que je propose, elle s'appuie sur un certain nombre de préalables. L'élève accède à la maîtrise du français le plus possible par la pratique et l'imprégnation, mais en contexte. Donc, c'est à partir des réalités, c'est véritablement à partir des pratiques langagières qu'il faut y aller. Il faut y avoir, c'est peut-être évident, mais un respect des vernaculaires, quel que soit le statut officiel qu'on ait pu donner à ces langues-là. Elles ont leur place, ce sont des langues à part entière, au sens où on définit une langue. Partir des représentations que l'élève a des langues en présence, ça c'est très intéressant. Vous partez sur les biographies langagières des élèves, dès qu'ils sont petits, ça vous fait apprendre beaucoup de choses, et à eux aussi. Nous-mêmes, si on faisait ça, ce travail pour nous-mêmes, ça serait très intéressant de voir les langues que l'on a dans notre patrimoine, et des fois, même en creusant, on va en trouver des traces de certaines choses sans en avoir conscience, ça va être très intéressant. Et mettre en œuvre une approche qui se développe en termes de didactique contextualisée et considérer cette approche pour tous les élèves, quels qu'ils soient. Je vais prendre un exemple, c'est mon fils, qui est arrivé à 1 an et demi là-bas, et qui donc parle aussi créole, et qui finalement a construit son français à l'école à La Réunion. Donc il a acquis du vocabulaire, des expressions. Donc il s'est rendu compte quand il est parti en France faire ses études, qu'elles étaient propres à La Réunion, alors qu'elle pensait qu'elle faisait partie d'un patrimoine commun franco-français, c'est-à-dire une sorte de français régional. Tiens, par exemple, si je vous dis, avant de vous dire, j'ai cassé l'armoire, c'est du français. Je me suis mis sur mon 31. En créole, on dit. Et donc, dans une phrase, on peut utiliser un syntagme verbal. Casser l'armoire, c'est effectivement s'habiller pour quelque chose qui nous paraît être important. Voilà, c'est pourtant que j'ai utilisé des termes qui sont français, et pourtant c'est une expression qui est propre à La Réunion. Donc quand je vais écrire, tout à l'heure on parlait de littérature, finalement si je fais de la littérature francophone à La Réunion, pourquoi je me priverais, si je fais parler à un Réunionnais, d'utiliser ces expressions voilà, parce que c'est la richesse d'une francophonie en permanence renouvelée, etc. Donc pardon, c'était quand même ça c'était juste avant. Donc, construite à partir des productions, une représentation positive des langues en présence, notamment le français, mais pas seulement, bien sûr. Hein, c'est-à-dire, pourquoi je dis peu du français? Parce que beaucoup d'élèves qui sont en difficulté, ils commencent à avoir une représentation négative. Je suis nul, j'y arrive pas, et donc je me sens finalement cette langue, pourquoi elle est là? Elle me met en difficulté. Hein,
Ça, c'est, si je reprends cette expression, c'est un enfant avec qui j'avais discuté. Ainsi, son approche dans un cadre d'un distinction de la variété des lettres, une approche de type oréel, c'est-à-dire d'observation réfléchie de la langue, je parlais tout à l'heure de métacognition, en favorisant les générales. Donc l'idée de la didactique que je propose, c'est une idée d'interaction, d'interrelation entre les langues, à travers le continuum des variétés langagères qui sont produites, et de l'enseignement-apprentissage, bien sûr, qui va avec. Voilà. Donc, des éléments conséquents, donc, m'appuie sur un certain nombre de choses. Elle s'inscrit par conséquent dans une volonté de favoriser par l'intervention didactique des démarches d'apprentissage des langues dans lesquelles l'apprenant peut s'appuyer sur ses connaissances linguistiques préalables, quelque langue que ce soit. C'est quand même bête. On interdit aux enfants de parler une langue qui a été celle par laquelle ils ont construit le monde, la représentation du monde. Je vous donne un exemple tout simple. En français, on a décidé que le monde il était divisé en deux. Masculin, féminin. D'accord? Ça s'appelle la table, ça. Alors moi, je sais que c'est féminin parce que mais là, c'est féminin. Mais alors, je suis incapable de vous dire pourquoi je peux dire que c'est là. Donc, c'est très aléatoire. D'accord? Certaines langues, elles ont décidé de justement distinguer les choses entre ce qui est animé et inanimé. C'est déjà plus crédible. Ça bouge pas. En créole réunionnais, il n'y a pas de genre, à quelques exceptions près. Même le féminin n'existe pas. Sauf sable, ça devient la sable. Ça, c'est un des plus courants. J'ai un ou deux exemples. Et à Mayotte, dans les langues, justement, bantou, il y a 14 classes nominales. Donc, avec des marqueurs qui font que, même si on ne sait pas parler la langue, quand on va entendre ces marqueurs, qui sont des fois posés ou antéposés au mot, on va savoir que ce sont plutôt des plantes, que ça fait partie d'une catégorie. Vous voyez? Donc, c'est déjà une vision du monde. Dernier exemple ensuite. Nous, le temps, là, le rapport au temps, alors je ne sais pas à Tahiti comment ça a été construit, je ne sais pas, mais moi j'ai le temps, pour moi, il y a le passé, le présent et le futur. Ça, c'est la première chose qui vient, d'accord? Et puis après, il y a les valeurs aspectuelles, par exemple, du passé, ce qui est duratif, ce qui n'est pas, ce qui est exceptionnel, etc. À Mayotte, le rapport au temps, il est construit d'une manière totalement différente. Ça peut paraître c'est très difficile pour quelqu'un qui a été construit dans le rapport au temps comme moi de le comprendre, mais ce sont les valeurs aspectuelles. Exemple, une maman d'élève à La Réunion, mahoraise, le professeur dit « Est-ce que je peux voir ta maman ?» Oui, l'enfant dit « Oui, elle viendra après la classe. » Le collègue, il a attendu une demi-heure, puis il est parti. Et puis le lendemain, il a dit « J'ai attendu ta maman, elle n'est pas venue. » Il lui dit « Mais si, elle est venue. » Ben non, j'ai attendu. Si elle est venue, tu lui as dit après la classe. Mais après la classe, ça ne veut pas dire que c'est 5 minutes après la classe, c'est après la classe. Ça peut paraître complètement. Voilà, il n'y a pas de jugement là-dessus. C'est pour vous montrer des fois des incompréhensions culturelles qu'il peut y avoir dans la compréhension d'une expression, parce qu'elle n'est pas construite avec le même contexte représentatif des choses. Donc, inscription par conséquent dans une volonté de favoriser par l'intervention les démarches d'apprentissage des langues dans lesquelles l'apprenant peut s'appuyer sur ses connaissances linguistiques préalables, dans quelque langue que ce soit. Donc ça, c'est Candelier et Castelletti qui ont travaillé sur les activités plurilinguistes. La gestion de ce répertoire, donc le répertoire, on s'appuie donc sur ce répertoire langagé des élèves, implique que les variétés qui le composent ne demeurent pas de même isolées, c'est-à-dire d'un côté il y a le créole, d'un côté il y a le français, d'un côté il y a le polynésien, d'un côté il y a le français, mais véritablement, même si elles sont distinctes entre elles, elles soient traitées comme une compétence unique. Je suis plurilingue, j'ai une compétence plurilingue. C'est ça qui est difficile ensuite à prendre en compte et à le mettre, à le traiter dans la classe. Mais c'est une réalité disponible pour l'acteur social, qui à un moment va emprunter à une langue ou à une autre. Tous on le fait, quelles que soient nos origines, sans en prendre, moi je dis madre mia, souvent dans une phrase, sans m'en rendre compte. Certainement parce que je suis d'origine espagnole. Vous voyez que je ne suis pas d'origine suédoise. Hein. Je continue. Donc, le caractère pédagogique de la définition de la compétence plurilingue dont je parle, et pluriculturelle, invite à articuler les enseignements des langues les uns aux autres, et non pas d'un côté l'un, d'un côté l'autre, en ce qu'ils sont susceptibles de mettre en jeu des compétences communes. Je continue parce que c'est ça. Donc, c'est ça la suite. Quand je ne l'ai plus, quand je n'ai pas l'habitude d'avoir le... OK. Donc, on en est, ça je l'ai dit, et ça je l'ai dit. Voilà. À traduire notamment par des attitudes, pardon, c'était la diapo avant, effectivement. Donc, reconnaître la légitimité de toute production langagère en situation de communication. Quand je suis enseignant dans une classe,
je reconnais toute production langagière. Après, ça ne veut pas dire que je vais l'accepter telle qu'elle, etc., mais je la reconnais. Ça veut dire que quelqu'un a eu envie de me dire quelque chose. Ne pas développer de jugement de valeur. L'important, au départ, c'est qu'il y a adéquation entre ce que l'élève veut dire et ce qu'il a formulé. D'accord? Si un gamin il dit il veut pisser, voilà, c'est un petit créole, il me l'a dit en créole, mais je sais ce qu'il veut faire, il peut me faire une phrase grammaticalement correcte en français et elle ne veut strictement rien dire. Donc, qu'est-ce qui est le plus important finalement? Dire, c'est faire, c'est agir. Ne pas qu'accorder de valeur fautive aux énoncés de toutes sortes, c'est-à-dire faire en sorte que, à partir finalement de quelque chose qui est fautif par rapport à une norme scolaire, ça me donne des renseignements, non pas sur ce qu'il manque, mais sur ce qui est déjà en place. Je prends un exemple assez classique. Si je dis les enfants mangent, c'est écrit avec un S, si je peux le traiter comme étant c'est pas bon. Par contre, si je discute avec l'apprenant, pourquoi tu m'as mis un S à manger? Il m'a dit parce que c'est le pluriel. Ça veut dire que la notion de pluriel, il l'a comprise. Donc ça, je sais qu'il l'a. Par contre, c'est la classe des mots qu'il ne connaît pas. Sujet, verbe. Et donc le marqueur du pluriel n'est pas le même. Inscrit donc dans une posture professionnelle adaptée, l'enseignant, finalement, il faut qu'il se pose un certain nombre de questions. Ça, c'est un certain nombre de principes qu'on a pu voir. Face à la gestion, justement, et l'acceptation des langues en présence ou des variétés langagières qui existent, nécessaires. Pourquoi? La question, c'est pourquoi il va accepter ou pas accepter, comment il va faire avec ces langues et à quel moment. Donc, on peut contractualiser les choses. Faire prendre conscience des choses aux apprenants, on s'est rendu compte que ça pouvait être très intéressant, sans être pour autant un praticien de la langue des autres langues qui sont en présence. Essentiel, c'est important de faire les choses en conscience, que ce soit les enfants ou les enseignants. Souvent, justement, on ne fait pas un travail de prise de conscience, faire verbaliser. Moi, je travaille beaucoup j'ai un autre volet qui est donc l'adaptation scolaire et le handicap, d'accord? Et c'est partir du potentiel des élèves plutôt que partir de leur manque. Donc finalement, c'est leur faire prendre conscience de comment ils procèdent. Tous les enseignants spécialisés avec des enfants qui ont des soucis cognitifs, donc qui vont plus lentement, qui ont du mal à associer un certain nombre d'éléments, justement, c'est de les faire verbaliser sur ce qu'ils font. Comment tu as procédé? Et là, qu'est-ce que tu as fait? Et comment tu as fait? C'est le même principe, mais sur un autre domaine. Tout apprentissage donc, doit être intégré dans un ensemble existant composé de savoir et de savoir-faire-être, de savoir-apprendre. Donc, c'est ce que, par rapport à la didactique intégrée. Donc, on est dans une approche globale heuristique, puisque l'apprentissage, il ne se fait pas comme ça tout seul, il est dans un contexte global. Pas simplement un contexte de langue, de culture, mais un contexte justement situationnel aussi. Et donc, l'important, c'est donc d'essayer d'engendrer un transfert des compétences qui ont été construites dans la langue première, langue culture, ou dans des morceaux de langue, à l'autre qui est la langue cible de l'école. Dans un rapport de je te nourris, tu me nourris. À ce propos, juste un exemple, on a vu que beaucoup de mots que l'on trouve en créole sont issus du français. Une fois, j'étais en formation avec des conseillers pédagogiques, et ces conseillers pédagogiques, à un moment, je leur dis regardez, on va chercher du lexique qui est propre à la Réunion, mais qu'on n'a pas de traduction. Un bertel, vous savez ce que c'est un bertel? Un bertel, c'est un sac à dos. Et donc, un sac à dos, effectivement, bertel, c'est de la déformation de bretelle, mais qui est fait tresser en feuille de bagoa. Mais je ne vais pas le traduire comme ça. Ça ne se traduit pas. Un bertel, quand on parle d'un bertel, ce n'est pas un sac à dos que je vois. Je vois visuellement le concept du sac à dos, d'accord? Mais je lui ai dit, un bertel, il peut peut-être un jour rentrer dans le dictionnaire français comme étant un mot qui vient d'une région. Samoussa, c'est un mot aussi qu'on trouve dans les dictionnaires. Et pour autant, il n'est pas, etc. Donc, ce n'est pas simplement une langue qui nourrit l'autre, ça peut être la langue ici qui nourrit. Hein, d'accord? Donc, le système holistique de Nathalie Auger m'intéresse. Elle a travaillé avec elle s'est beaucoup intéressée au public migrant, public allophone, mais on est aussi avec des publics allophones, c'est-à-dire qui ont été construits dans une langue maternelle différente de la langue de l'école, ou en même temps. Donc, avec heuristique au sens où il y a plein de choses qui sont prises en compte. Donc, identification et mettre en valeur le répertoire linguistique de la classe, ça on en a parlé. Utiliser les langues comme une ressource d'enseignement, d'apprentissage, on en a parlé. Utiliser des ressources plurilinguistiques et pluriculturelles, je ne l'ai pas évoqué, mais c'était sous-jacent. Mettre en place des tutorats réciproques, ça peut être une des manières de faire. Utiliser des environnements multilinguistiques et multiculturels comme ressources en dehors de la classe de l'école. On a parlé de littérature tout à l'heure. Peut-être que ça peut être des choses intéressantes. Non pas en opposition, mais pour montrer que la richesse, elle est partout. Elle existe. Elle se traduit soit à travers donc, des romans ou des poèmes
qui sont, pourquoi pas francophones, mais qui intègrent des dimensions linguistiques, culturelles propres au territoire dans lesquels on est. Et inclure les parents, mais moi j'irai peut-être un peu plus loin, je vais y revenir, les partenaires, parce que ce n'est pas que les parents, et puis sensibiliser le personnel éducatif de toutes ces manières, c'est-à-dire les former. Ça, c'est important. Moi, ce que je rajouterais, c'est le repositionnement didactique au sein de l'inclusion. On aborde d'habitude l'inclusion sous l'intitulé « Élève à besoins éducatifs particuliers ». Moi, je le préfère qu'on l'aborde davantage sur « Élève à potentiel éducatif voilà, particulier », au sens que finalement, cette situation plurilingue et pluriculturelle, à nous, peut-être, d'en faire un atout et surtout de faire prendre conscience à l'apprenant que c'est un atout pour lui. Quand je vois, moi, comment je suis par rapport aux langues, comment le sont les enfants, je peux vous dire que c'est eux qui me promènent pour me trimballer. Parce que je suis finalement... j'ai fait partie justement de cette école française qui a été très mauvaise dans l'enseignement des langues. J'essaie de me disculper un petit peu. D'accord. Voilà. Ah oui, ça va vite. Je crois que... Alors, je vais juste je fais le modèle, je ne donnerai pas d'exemple et je vais aller juste à la conclusion. Ça marche? Donc voilà, ça c'est juste. La didactique inclusive, elle va se nourrir de toutes les approches plurielles qu'on dit plurielles. Didactique intégrée, pédagogie de la variation. Ne pas avoir peur justement de puiser là-dedans. L'approche interculturelle, l'éveil aux langues, l'intercompréhension, les pédagogies qui s'inscrivent, qui s'appuient sur le translangagerie. Elle part de potentialités qui sont construites sur les répertoires langagiers, sur les pluralités culturelles. Elle doit se faire dans un partenariat au sein de la classe, donc avec tous les autres élèves, qui font partie justement de l'apprentissage aussi, parce que, quelles que soient leurs origines, et elle doit engendrer des attitudes. Et je vais aller tout de suite, c'est les deux dernières diapos. On avance, bon, c'était des exemples que je vous avais donnés. Voilà, mais c'est vrai que, avant-dernière, et voilà. Pour ne pas conclure, cette adaptation, donc, on va le finir tout de suite. Cette adaptation au contexte plurilingue et pluriculturel ultramarin doit donc permettre à tous les élèves de développer une conscience linguistique et identitaire positive liée aux différentes langues et cultures en présence, les leurs, mais celles de leurs voisins aussi, de la classe. D'accord? Il ne faut pas être auto-centré. De construire des corpus variés, lexicaux et autres identifiés en contexte, c'est-à-dire que, notamment pour ce qu'on appelle des faux amis, etc., le sens d'un propos, un cachalot à La Réunion, si je vous dis, si je dis à un enfant, dessine-moi un cachalot au bord de la route du littoral, il y en a certains qui vont me dessiner une grosse baleine et d'autres qui vont me dessiner un gros camion porteur de canne. Voilà, vous voyez, et qui aura raison? Les deux auront raison. Et c'est important, mon gamin, il sait ce que c'est qu'un cachalot dans deux contextes différents. Donc vous voyez, ça intéresse tout le monde. Développer des compétences d'inférence, finalement comprendre, c'est faire du lien, inférer, même au sein d'une langue, dans un texte dont on est en train de le lire, c'est faire du lien, c'est dans une chaîne anaphorique, et ben c'est faire du lien entre les différents éléments qui constituent la chaîne anaphorique. Et un bon compreneur, c'est quelqu'un qui fait des inférences, donc là, avec des variétés langagières, linguistiques, plurielles, mais construit à partir de la distinction des codes, à d'autres domaines, mathématiques notamment. Je vous donnerai l'exemple en créole. En mathématiques, trace les cases, ou met une croix dans la case. La case, c'est la maison à La Réunion. On s'est rendu compte que les petits en CP, ils avaient des problèmes. Chercher elle est où le dessin de la case de la maison? Ben oui, parce que c'est très prenant. Moi, si je vous invite, là, vous voulez, je vous dis, venez ce soir à mon case, en plus, je dis. À mon case, oui, il n'y a pas de genre, c'est masculin. À mon case. Moi-même, quand je parle à des amis, même enfants, je dis mon case. Parce que je l'ai vraiment intégré dans mon identité, je ne m'amuse pas à jouer au réunionnais, c'est comme ça. Donc, tout cela participe au développement des compétences langagières en termes de compétences plurilingues et pluriculturelles dans des contextes qui sont les nôtres. Deux choses qui me paraissent importantes, elles doivent être évaluées de manière précise au regard des compétences visées à l'école, parce que le but du jeu, c'est pas de faire joli, c'est on veut qu'il y ait une réussite scolaire de ces élèves, et elle nécessite, cela va de pair, c'était dans le dernier point dont parlait Nathalie Auger, une formation des enseignants qui ne se réduisent pas à un simple discours politique, parce que souvent c'est ce qu'on a. Nous, le rectorat de La Réunion, il a une belle armoire. Cette année, 35 enseignants habilités, 25 classes bilingues, mais aucune évaluation de ce qui s'y passe, aucune évaluation des pratiques et des résultats conséquents. Un accompagnement au moins? Il n'y a rien. Si, mais c'est les accompagnants. À la limite, mais s'il y a au moins l'accompagnement. Je vais juste te donner un exemple. Une fois, donc tous les enseignants habilités, je pense être on me demande avec un collègue que je connais, qui était le référent langue et culture d'origine au rectorat, il me dit, tu ne peux pas nous faire un. Donc c'était sur de la didactique de la langue aux didactiques du plurilingue, c'était le propos à peu près. Et puis je démarre, et puis bon, je me suis rendu compte que sur 25 personnes, alors que ce sont des spécialistes, ils étaient tous habilités, et le fait de ne pas le savoir pour un individu
lambda, c'est pas important, que la différence entre langue et langage, pour eux, c'était langue, c'est écrit, langage, c'est oral. Donc, on voit qu'il y a un problème déjà au départ de formation. On a donné des habilitations plus pour calmer au niveau politique, mais finalement, il n'y a pas eu de formation déjà. Et c'est un constat, hein, c'est pas un jugement de valeur, c'est une réalité. Voilà. Nécessite donc sortir du discours politique, formation inscrite dans un cadre épistémologique clairement défini et partagée autour de cette entrée liée aux approches plurielles dans un cadre inclusif. Et puis la dernière diapo, voilà, c'était. Voilà. Ça, c'est un petit peu. Et je vais dire bonjour. Maravamengi, c'est en Maravamengi. Merci à toutes. Prenez un avion aérostral pour venir nous voir à la Réunion. Il y a un petit bon voyage à toutes.